Ça, tu pourrais lire la phrase qui est écrite là ou pas? Alors, macho, gros con pitoyable dont on a dit depuis 30 ans à peu près tout le mal possible, mais aussi mal public à l'ancienne, qui respectait sa mère, protégeait sa femme et se sentait responsable de ses enfants. Soit le contraire de la demi-fiotte actuelle, si fragile et toujours à sa propre écoute, dont les femmes avouent avoir de plus en plus de mal à se satisfaire. Voilà, c'est une citation d'un de mes bouquins, et ça donne la définition positive du macho, car il y a toujours, dans le monde qui est par définition ambivalent, de la définition positive et négative de chaque chose. Voilà. Donc quand je réhabilite le macho pour cette raison-là. C'était il y a un mois. Des associations féministes en colère contre l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel, un texte jugé trop flou par le Conseil constitutionnel. Jusqu'à ce que soit réécrit une nouvelle loi, on est dans un vide juridique, on peut parler d'à peu près 6 mois, où les harceleurs seront libres d'agir comme ils le souhaitent et les femmes ne seront pas défendues. Il est important que non seulement nous apportions une réponse qui permette de protéger les personnes victimes de harcèlement sexuel, mais qu'en plus nous arrivions à couvrir tous les champs de situation. Dans ce texte que nous nous sommes procuré figurent 2 formes de harcèlement sexuel. Le harcèlement répété avec à la clé 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour le harceleur et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende en cas de chantage ou de menace pour obtenir une relation sexuelle. Le gouvernement souhaite à présent que le nouveau texte soit adopté avant la rentrée de septembre. Il sera donc présenté en procédure accélérée au Parlement. Oui, alors là, la loi sur le harcèlement sexuel, c'est typiquement ce qu'on appelle les mesures de gauche sociétale, c'est-à-dire que la gauche a renoncé au social, a abandonné la classe ouvrière, s'est ralliée au mondialisme et donc accompagne de façon faux cul mais systématiquement depuis 1983 toutes les mesures antisociales qui produisent ces inégalités de plus en plus accrues et a besoin de temps en temps de donner le change. Et on a ce glissement de la gauche sociale à la gauche sociétale, donc c'est toujours droit des homosexuels, droit des femmes, attention, droit des femmes, ces gens-là ont rétabli le travail de nuit des femmes. Mais par contre, c'est des petits trucs sur notamment le harcèlement sexuel. Voilà. Donc là, c'est la priorité du gouvernement, et qui consiste toujours, systématiquement, à remplacer la lutte des classes qui existe, et qui est effective et aggravée aujourd'hui par la lutte des sexes, en faisant effectivement des hommes, des prédateurs, toujours désigner du doigt l'homme, l'homme comme prédateur, surtout alors que c'est souvent un ouvrier lui-même mis au chômage, d'ailleurs pas par des femmes, mais par l'oligarchie, et de faire de la femme une victime, c'est-à-dire l'idiote utile du système, qui pense effectivement qu'elle se combat pour le progressisme en cautionnant ses bêtises. Et surtout, je vais le dire en dernière instance, il y a réellement du harcèlement sexuel, ça existe. Et le seul remède au harcèlement sexuel, c'est le plein emploi. C'est assez facile à démontrer. Dans une période de précarisation de l'emploi, on a très peur de perdre son travail, et le petit chef le sait. Et quand il vous met la main au cul, ce qui fait que vous, femmes, ne pouvez pas lui mettre une gifle, c'est que si vous perdez votre emploi, parce qu'il vous persécutera, il vous chassera, vous ne retrouverez pas de travail. En période de plein emploi, aucun petit chef peut se permettre de mettre la main au cul d'une subalterne, ni d'abuser de la promotion canapé. Donc, comme une fois de plus, on revient à Rousseau, la question morale se règle par la question sociale. Si on veut éviter le harcèlement sexuel, il faut se rapprocher du plein emploi. Et ce qui produit une augmentation sans doute sensible du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, c'est la précarisation de l'emploi, le chômage de masse, et le fait qu'aujourd'hui que le travailleur est systématiquement un travailleur précaire, et on voit que l'Europe et les mondialistes vont bientôt faire sauter en France le statut du CDI, pour généraliser le CDD. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays, quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes, l'Italie et l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui, la Grèce aussi, quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Et ça sera une des choses que sera obligé de faire Hollande
à son corps défendant, et que effectivement, le remède au harcèlement sexuel, c'est le plein emploi, et là on est face à ce mensonge total, et l'absurdité de cette loi, cette stupidité, cette désignation de l'homme, effectivement, et surtout cette destruction à travers l'homme de la virilité, et aussi de la virilité intellectuelle. Car il faut avoir une certaine virilité intellectuelle pour sortir cet argumentaire, cette concaténation, cet enchaînement intelligent de concepts, qui veut bien dire la question morale se règle par la question sociale, le vrai remède au harcèlement sexuel, c'est le plein emploi. Je viens de vous faire la démonstration. Vous voyez, la féminisation, l'hystérisation, dont Caroline Fourest est une des démonstrations, la mise au banc et au rencard d'intelligence supérieure comme la mienne, fondée sur une virilité morale et physique authentique, et d'empêcher ce genre de raisonnement qui raccorde la question morale à la question sociale. Vous voyez, voilà, pour la domination, l'oligarchie, et la droite la droite et l'extrême droite telle que je la désigne moi. Hein, voilà. On va clore sur ce sujet. On commence avec ce drame à Colobrières, dans le Var. Un couple est en garde à vue après le meurtre de 2 femmes gendarmes cette nuit. Ces 2 femmes étaient intervenues au domicile d'une personne soupçonnée de vol. La personne qui leur a tiré dessus était, selon les premiers éléments de l'enquête, alcoolisée. L'une des 2 femmes gendarmes a été tuée dans la maison et l'autre a été poursuivie jusque dans la rue. La première avait 35 ans, elle avait 2 enfants. La seconde, 29 ans, était célibataire. Le suspect principal, ici avec son ex-compagne, a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des affaires de violence et de stupéfiants. Abdallah Boumezar, 30 ans, est décrit comme un homme imposant, 1,80 m pour 90 kg. Celui qui est aujourd'hui présenté comme le meurtrier présumé de 2 gendarmes a vécu dans cette cité de la Seyne-sur-Mer, près de Toulon. Récemment, il s'est montré extrêmement violent contre sa mère, à tel point qu'elle a dû porter plainte. J'ai posé plainte quand même parce que je voyais la mort. Il était jugé il y a 3 jours. Et la juge, elle a lâché au lieu qu'elle ramène au psychiatrie. La juge, elle a libéré. Il dit, je vais sortir, je vais tuer, je tue. Moi, je préférais qu'il l'amène dans un hôpital psychiatrique parce qu'il était violent. Il est malade, il est malade. Moi, je suis contre la loi qu'ils ont lâchée il y a 2 jours de ça. Voilà, franchement, c'est horrible. Mon risque qu'il a fait, c'est horrible. Tragédie. Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà le fait qu'il y a une délinquance d'origine immigrée ultra-violente aujourd'hui que nous n'arrivons plus ni à cacher ni à canaliser. Et que moi, contrairement à Marine Le Pen, je n'amalgame pas avec l'islam. Au contraire, je dis que quand les gens issus de l'immigration sont de pieux musulmans, leur système de valeurs les tient éloignés de la délinquance dans lesquelles les attire comment dirais-je, la dialectique de l'excuse permanente des éducateurs trotskistes et les mirages de la société à l'américaine, mammonique, communautaire, de bande. Vous voyez, ça, les 2 pièges pour un jeune issu de l'immigration, c'est à l'inverse de l'islam et des valeurs, ce que j'appelle moi le monde des valeurs, c'est l'excuse tiers-mondiste, hein, manipulée par un trotskiste, et la fascination pour le gain immédiat, violent, par le non-respect des valeurs, qui amène aux bandes ethniques américaines, etc., dont tout le système a fait la promotion, à travers les groupes de rap minables, les Joe Star, etc., à travers effectivement toutes ces dialectiques de l'excuse. Il est immigré, donc délinquant, comme s'il y avait un lien racial, je dirais, qui a été validé par toute la gauche. Donc c'est la première remarque. Hein. On est dans une période aujourd'hui où il est très difficile de cacher une catastrophe qui est la conséquence du regroupement familial, de l'idéologie du métissage, de la destruction d'un peuple, de sa cohérence morale et même ethnique, par une idéologie de la haine de soi, car là, la haine de soi nous est vendue en permanence par la France, peuple raciste, peuple colon, peuple collabo, etc. Nous payons aujourd'hui les prix de tout ce travail de destruction dont il faut désigner les coupables, hein, ce que je fais d'ailleurs assez clairement. Hein. Voilà. Nous avons de la violence ethnique en France, très grave, et là nous avons à un moment donné donc un type, il suffit de mettre son nom, son CV, d'ailleurs sa mère le désigne comme une ordure, hein. La mère qui elle est encore dans l'islam, dans les valeurs traditionnelles, et qui venait de sortir de prison et qui aurait dû y retourner, et là on envoie pour comment dirais-je, l'arrêter, démagogie féministe intégrale, et pareil, négation de toutes les valeurs de ce qu'on appelle
les valeurs naturelles, d'une certaine manière. Ça, j'emprunte ce terme au catholicisme, hein, pas au rousseauisme. C'est-à-dire qu'un homme n'est pas une femme. Hein, et on envoie 2 gendarmettes, dont une mère de famille avec 2 gosses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce type, qui est alors on dit que c'était une force de la nature parce qu'il faisait 1m80 pour 90 kg. Je fais personnellement 1m87 pour 90 kg. Donc moi, il aurait fallu m'envoyer 3 gendarmettes si j'étais un délinquant. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a envoyé 2 petites gendarmettes, 2 petites bonnes femmes, 20 et quelques années, 30 ans, de mère de famille de 2 gosses, portant l'uniforme qui incarne, je dirais, l'autorité du père. C'est déjà des confusions, des inversions de valeurs qui, au niveau symbolique, sont très violentes pour un homme, je dirais, issu de sociétés patriarcales et traditionnelles. Hein. La femme incarne l'amour, elle peut être mère, religieuse, médecin, mais dès qu'elle est gendarme, flic, etc., ça pose des problèmes de représentation qui sont anthropologiques. Hein. Et donc, se faire arrêter par 2 petites bonnes femmes, c'est déjà très pénible. Vous le constatez quand vous subissez des contrôles routiers par des femmes en uniforme qui simulent le phallus en se prenant pour John Wayne parce qu'elles n'ont pas le phallus. Là, on renverra à Lacan, hein, voilà, et avec ce côté grotesque qui est insupportable. Et surtout là, on est arrivé face à une réalité physique, qu'une femme n'est pas un homme, c'est qu'elles ont été désarmées toutes les 2 par ce forcené et qu'il les a assassinées avec leurs propres armes. Se serait emparé de l'arme de service de l'une d'elles. Il aurait ensuite tiré sur cette gendarme et aurait par la suite tiré à nouveau sur le second gendarme qui prenait la fuite. Une scène d'une grande violence qui s'est déroulée sous les fenêtres des habitants du village. J'ai entendu les coups de feu quand je me suis mis à la fenêtre. Il n'y avait plus que le gars, le tueur, qui était par terre. Il cherchait sous les voitures. Il cherchait quoi? Il cherchait la gendarme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de nous faire croire que les femmes soldats, c'est la même chose que les hommes soldats, et que les femmes peuvent faire la même chose que les hommes dans le système traditionnel, on va dire, dans l'industrie primaire et secondaire. Dès lors qu'il faut de la force physique, c'est pas la même chose. Tous les militaires le savent. Or, il y a aujourd'hui une volonté de parité par la force liée à cette pensée maçonnique, cette pensée délirante qui est la négation et l'inversion de tout ce qui est évident, traditionnel et de bon sens. Un homme et une femme, c'est pareil. Un homosexuel et un hétérosexuel, c'est pareil. Un enfant, un adulte, c'est pareil. Un pédophile et un hétérosexuel, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on est dans ce monde de confusion, d'indifférenciation de toutes les valeurs, qui fait qu'en bout du compte, on a 2 femmes tuées dans des conditions atroces, avec une qui rampait sous une voiture et que l'autre a tiré comme un lapin avec sa propre arme qu'il lui avait arrachée. Et qui laisse 2 enfants orphelins. Enfin, je veux dire, voilà. Il faut arrêter avec ce mensonge et cette démagogie qui nous mènera jusqu'au bout du chaos, hein, qui est cette destruction de toutes les catégories anthropologiques, morales, qui sont liées à la tradition, à l'évidence, au monde de la verticalité, etc. Et ça, c'est l'exemple parfait. Et qu'on ne minimise pas cette affaire. Hein. Voilà, nous avons là l'entrée en collusion de 2 choses, les conséquences de l'immigration incontrôlée, droit du sol intégral, que nous ont vendu ceux-là même qui pratiquent le droit du sang intégral pour eux-mêmes, car ils savent très bien ce que ça pourrait avoir comme effet très très néfaste sur leur capacité de, comment dirais-je, d'intégrité et de maîtrise d'eux-mêmes et donc de domination, ils le savent très bien. Voilà. Et de l'autre côté, le fait comment dirais-je, de confondre les genres, hein, et de dire que tout est possible, ce qui rejoint d'ailleurs cette idée de sexualité de genre, qu'on choisit sa sexualité. On est toujours dans ces mêmes gloubi-glouba sataniques, délirants, voilà. Et qui fait qu'à la fin, il y a 2 morts. Hein, et que l'on dise pas, c'est un accident, ça ne remet pas en cause. Parce qu'on nous a dit, ça ne remet en cause. Ça remet évidemment en cause toutes ces conneries dont il faut qu'on sorte. Hein, voilà. Les hommes ne sont pas des femmes. Hein. L'homosexualité n'est pas une sexualité normale. Hein. Voilà. Elle est une sexualité, selon l'ordre de la nature, dysfonctionnelle, puisque le but de la sexualité, c'est la reproduction. Et donc elle est culturelle, elle est culturelle, mais elle est anormale du point de vue que la norme, c'est le naturel. Hein, voilà. Donc tout ça, il faut quand même arriver non seulement à le dire, à avoir encore le courage de le dire, mais à le transmettre. Hein. On ne peut pas faire fonctionner une société humaine sur des absurdités permanentes, qui au début sont des stupidités mondaines, mais qui quand elles prennent le pouvoir deviennent des aberrations sociales mortifères. Hein. On n'est plus dans les conneries de dîner mondain, de lesbiennes chic, et d'homo mondains, etc., que j'ai subi dans les années 90, on est maintenant dans une dictature politique de ces valeurs-là qui amène à des catastrophes sociales, hein, et mortelles, hein, voilà, c'est clair. Hein, voilà. Donc, et comme par hasard, dernière remarque, tout ça est lié, François Hollande, pour bien montrer que le changement c'est maintenant, alors que c'est toujours du baratin, de l'habillage sociétal, dans une logique de destruction des valeurs, hein, on a baratin social, maquillage sociétal, et toujours
dans de la destruction de valeurs, hein, c'est jamais positif, qui nomme à la tête de sa sécurité une femme. Pour assurer à chaque minute la protection de François Hollande, le GSPR compte depuis ce matin 20 gendarmes et 40 policiers. Des gendarmes du GIGN habitués à protéger des hautes personnalités, diplomates ou militaires dans des zones de conflit comme l'Irak ou la Libye. Les super gendarmes seront placés sous l'autorité d'un lieutenant-colonel. Quant au GSPR lui-même, il sera dirigé par une femme, la commissaire Sophie Hatt, qui a déjà assuré la protection d'un autre socialiste, Lionel Jospin, lorsqu'il était Premier ministre. Bien évidemment qu'une femme, effectivement, peut s'occuper de sécurité, de la même manière qu'un homme. C'est évidemment faux, et surtout ça nous vend des valeurs sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. C'est faux, c'est malsain, et c'est dangereux, et ça amènera, ce que j'appelle toutes ces symboliques de mort, amèneront à la mort réelle, c'est-à-dire à l'effondrement total de notre civilisation, de notre société, dans un chaos de sang. Voilà, il faut bien et on n'en est pas très loin. Un député néo-nazi a agressé 2 élus lors d'un débat en direct à la télévision. Il a ensuite pris la fuite. Claude Sampère. Un débat politique sur une chaîne de télévision grecque. Le ton monte très vite. En bas à gauche de l'écran, le porte-parole du parti d'extrême droite Aube Dorée. Face à lui, en haut à gauche, en blanc, une députée communiste et en rose, une députée de gauche radicale. Celle-ci évoque des poursuites lancées par la justice contre ce dirigeant d'extrême droite à la suite d'un vol à main armée. L'activiste néo-nazi est à bout. Il explose. Il lance un verre d'eau et insulte la députée radicale. Il se tourne ensuite vers la députée communiste et il la frappe violemment. 2 gifles et un coup de poing. Le programme est interrompu immédiatement. L'homme quitte précipitamment les studios, il est en fuite à l'heure actuelle. Le parquet a ordonné son arrestation. Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Oui, alors c'est pareil, dans un premier temps, c'est très... Il y a un côté gênant, dégoûtant de voir un homme frapper une femme. Mais après, ça va me permettre de rebondir sur quelque chose qui est de la violence directe et de la violence indirecte. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde bourgeois, nous sommes dans ce monde dont Nietzsche a parlé, où des prêtres faibles ont triomphé par du baratin et de la dialectique, finalement, du monde des forts, hein, c'est-à-dire le Jérusalem contre Athènes, Jérusalem contre Rome. Hein. Nous sommes dans ce monde-là, et nous sommes donc dans ce monde de la dictature qui n'a même plus conscience d'elle-même, de la violence indirecte contre la violence directe. Cette violence indirecte étant par essence même la violence de la bourgeoisie. Hein. Et si on employait une métaphore, la violence d'un Bernard-Henri Lévy par rapport à celle d'un Kadhafi. Qui de Kadhafi et de Bernard-Henri Lévy est le plus sanguinaire? Hein. Kadhafi a fait du bien à son peuple, il a amené une certaine prospérité sociale, il a fait l'égalité homme-femme, il a donné de la dignité à des travailleurs africains, il leur a donné le plein emploi. Bernard-Henri Lévy, lui, qui est habillé comme une femme, hein, qui a des postures de femme, des avant-bras de femme, des mains de femme, une vie de femmelette, et depuis qu'il est entré en politique, c'est-à-dire à la fin des années 70, un fauteur de guerre permanent. Il a partout systématiquement appelé à la guerre. Il a commencé par les Balkans, il a prolongé par l'Irak, la Libye, là il appelle à la guerre en Syrie. Voilà. Nous sommes typiquement dans ce monde de la dictature de la violence indirecte qui pense qu'elle n'a pas de compte à rendre parce qu'elle délègue la mise à mort et qu'elle n'a pas de sang sur les mains. Hein, voilà. Et cette violence indirecte et effectivement cette violence bourgeoise typique et évidemment éminemment féminine, c'est-à-dire qu'il suffit de lire les textes classiques. La femme n'ayant pas accès à la violence directe procède toujours par la triangulation, c'est-à-dire qu'elle se sert d'un autre contre celui qu'elle veut atteindre. Un homme, son amant contre son mari, etc. Tout ça est très bien expliqué par Otto Weininger. Hein, voilà. Et finalement, quand on regarde cette scène telle que je l'analyse, on voit finalement un homme qui est un homme viril et sans doute humilié par tout un processus social de violence indirecte qui l'amène à adhérer à Aube Dorée, c'est-à-dire que c'est une victime sociale, et qui est dans une discussion de télé avec tous ces codes bourgeois, du baratin, où le type doit se faire insulter, humilier, etc., etc. À un moment donné, il craque nerveusement, et comme il est un être naturel, normal et viril,
je crois qu'il jette un verre à la figure de la femme qu'il insulte. Δεν επιτρέπω σε κανέναν. Δεν επιτρέπω. Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό, δεν μιλάτε γενικώς. Και εμφανίζεται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Άντε βρενούμε. Άντε βρενούμε. Ce qu'avait fait d'ailleurs le petit Klarsfeld contre Robert Ménard, sans que ça ait choqué personne. Quels sont vos faits, vous? On vous attend au jour le jour pour défendre la liberté de la presse. Tout ça, c'est pour vous. Tout ça. Quels sont vos risques personnels que vous avez pris? Attendez, moi je n'étale pas ici mes risques personnels. Évidemment, il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas. Venant de vous, faites-moi rigoler. Ce que je veux... Ça me titillait. Et je crois qu'à un moment donné, on remettra la vidéo, il craque nerveusement et il met main ouverte une paire de gifles. Voilà. C'est-à-dire qu'il redevient un homme finalement qui se laisse aller à la violence directe et qui n'arrive pas à se maintenir dans la violence menteuse, de la violence indirecte, par l'insulte, ce que je subis moi en permanence, insultes, on reviendra, menaces de mort qui me sont envoyées anonymement, régulièrement, persécutions mesquines, m'envoyer au tribunal alors que c'est moi qui demande justice, cette violence indirecte, triangulaire, mesquine, satanique, qui dévolue naturellement aux femmes, c'est-à-dire aux êtres physiquement faibles, et effectivement aux êtres qui ont décidé de régner non pas par la virilité de l'hoplite ou du romain, mais par la manipulation, par le mensonge, le diviser pour régner, l'usure aussi, hein, la soumission économique. On voit tout ça, on voit tout ce monde, hein, ce monde qu'on appelle le monde capitaliste, qui est évidemment à vocation à amener au pinacle en dernière instance les femmes, la communauté organisée dont on n'a pas le droit de parler, etc. etc. C'est-à-dire que tout ce qui s'oppose à la virilité. Hein, voilà. Et donc, analysé comme ça, on voit finalement un homme humilié et finalement qui est un loser, et qui à un moment donné sombre dans la violence directe, tellement la violence indirecte qu'il subit lui est insupportable, et c'est une violence indirecte de coalisés. Ils sont tous contre lui. Voilà. Donc, est-ce que c'est si horrible que ça? C'est une défaite, puisqu'effectivement... selon les codes qui lui sont imposés, il est vaincu. Et moi, je vois que dans les provocations que je subis, on m'a toujours poussé à la colère, au pétage de plomb et à la violence directe. Dieudonné l'a subi récemment quand on l'a expulsé par la force publique d'un théâtre. Les gars, s'il vous plaît, calmement, calmement, calmement. De la femme qui nous a accueillis, les gars, où on quitte les lieux, calmement. Allez, les gars! Non, calmement. Ici, il n'y a pas de guerre, c'est chez moi. Je vous accueille gentiment. Gentiment, je vous accueille. Calmement. Mais je crois que la meilleure façon de calmer tout le monde, c'est simplement qu'il reste une demi-heure et demie. Ce serait que je puisse terminer ce que j'ai à faire. Ça serait la version la plus soft. Non, mais qu'est-ce que... On a essayé de le pousser à la violence pour le désigner comme violent, alors qu'en fait, il a essayé de... Nous faisons, nous, les résistants authentiques, en permanence d'énormes efforts pour ne pas sombrer dans la violence directe de la colère et quelque part du désespoir, qui renvoie peut-être aussi à l'affaire, comment il s'appelle, du chanteur Marie Trintignant est depuis hier dans le coma dans un hôpital de Vilnius en Lituanie. Pour l'instant, on sait simplement que l'actrice s'est violemment disputée avec son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat du groupe Noir Désir. Menottes aux poignets, tête baissée, Bertrand Cantat est désormais aux mains de la justice lituanienne. Placé en garde à vue hier, le leader du groupe Noir Désir a été présenté au parquet de Vilnius. Une enquête est en cours. Si sa responsabilité se confirme, le chanteur risque très gros, jusqu'à 15 ans de prison, s'il est jugé sur place. Voilà, Bertrand Cantat, qui à un moment donné, insulté, humilié et giflé lui-même, rend la gifle, vous voyez, et qui est désigné comme un monstre persécuté et détruit totalement. Totalement, voilà. Nous sommes dans ce monde de la dictature, de la violence indirecte, c'est-à-dire de la persécution économique, de la violence sournoise, triangulaire, etc., où nous, les hommes traditionnels, finalement, qui aimons ce monde du duel, du défi direct,
qui est le monde sain finalement, le monde du chevalier, le monde de bagarre, voilà, du chrétien sans reproche, mais du français sans peur. Voilà, nous sommes en permanence en train de nous retenir, de ne pas sombrer dans ces provocations que nous subissons en permanence par les insultes, les procès, les persécutions, etc. etc. Et quand je vois ce pauvre type d'Aube dorée finalement céder, je comprends, quand j'ai fait toute cette analyse de processus global, que c'est lui la victime. Voilà. Il a été... Voilà, il est la victime, voilà, c'est clair et net. Et je dois être le seul à le dire, et voilà, et j'ai, moi, de la compassion pour lui, voilà. J'espère que ça sera bien compris. Joe Star, bonsoir. Vous avez en forme là, Joe Star. En tout cas, les gens sont crispés, ils ont arrêté de faire l'amour. Ah ouais, je comprends. Les gens sont tendus. Je vais me faire massacrer au bout de 3 questions, si tu veux. Joe Star, bonsoir. Vous avez l'air en forme. Comment ça va? Vous sortez de prison là? Si c'est pour des questions comme ça, j'ai autre chose à foutre, sérieux. Vas-y, enquille des vrais trucs. C'est bien, moi j'aime bien l'accident en plus. Ouais. Tu auras traduit par toi-même, j'aime bien l'accident, ça veut dire tu vas saigner du pif. Tu es conscient de ça? Je n'aurais jamais... Des comédies romantiques ou autres. Enfin, moi j'ai envie de faire des choses qui me font sortir de mon ordinaire et ainsi de suite, quoi. Donc, Assassin? Non. Pourquoi? C'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Ouais. Arrête, j'ai acheté tout personnellement, je trouve que c'est de la merde. Ouais. Ministère Hammer qui se reforme d'ailleurs, t'es au courant? J'en ai rien à foutre. Ah, t'en as rien à foutre? Tu sais qu'ils sont en train de refaire Tassis, Tommy... J'en ai la chatte qui se l'intéresse. Et ça s'est bien passé sur le tournage? Je sais pas si vous avez des petites anecdotes ou... De temps en temps, quand je devais lui demander de refaire une prise, la peur m'en empêchait. Et c'est compliqué quand on est lâche physiquement de diriger un acteur comme Joe Star. C'est le problème. Au microphone, le bouc d'en bas, frère, je pète pour des scalbras. Pas par choix, non, c'est la vie qui veut ça. Et sincèrement, je sais pas. C'est sûr. Dans toujours pareil, Outing, je me suis forcé à voir récemment le film L'amour dure 3 ans de Beigbeder. Beigbeder, avec qui je me suis fâché à l'époque parce que je lui ai amené le livre de Simon Liberati, Anthologie des apparitions, que j'avais réécrit, et que ces gens-là, pour me remercier, m'ont craché à la gueule, parce qu'il y avait très peur, quand ce livre a été nommé au Médicis, qu'on sache que Alain Soral avait été dans le processus de réécriture et avait été finalement la couche, avait permis que ce livre soit édité, ce qu'on appelle voilà. Donc c'est exactement comme Ardisson aujourd'hui me crache à la gueule pour qu'on oublie qu'il a été mon maître et mon ami. J'ai eu ce même problème avec Beigbeder, que j'ai connu jeune, je le dirais comme Ariel Wiesman d'ailleurs, pro-palestinien, très lucide sur certains sujets, et qui a été progressivement retourné, ramené au bercail. Voilà, donc typiquement, c'est retourner dévirilisé qui nous domine aujourd'hui par la violence indirecte et triangulaire, comme capot du système, Wiesman, Beigbeder, Ardisson, etc. Toujours ce même processus. Et pourquoi je vais revenir à ce film? Ce film est très mauvais. Hein. C'est un film de bobo des années 90, insupportablement narcissique, faiblard, qui d'ailleurs fait du tort à Gaspard Proust, qui est un très bon comique, mais qui, comme là, ne dit pas ses propres mots, mais les mots de Beigbeder. À mon avis, ça le fait, bon, ça lui rend pas service, mais c'est pas le sujet. C'est que là, il y a mon vieil ami Joe Star qui est dans le film, dont je dis effectivement que c'est le piège typique, l'idiot utile consentant hein, de la manipulation, mais qui incarnait quand même pendant des années la virilité physique. Il faisait peur physiquement, en général parce qu'il sortait en bande. Hein. Il venait toujours avec 30 mecs des cités. Donc quand vous venez entourer de 30 mecs de Montfermeil dans des soirées mondaines, vous pouvez faire peur. Tout seul, je pense qu'il aurait pas forcément peu aussi peur. Hein. J'en suis à peu près certain. Voilà. Mais bon, je l'ai vu arriver en 89 à Paris, j'ai vu comment il a procédé, très malin, il avait bien pigé comment ça marchait, etc. etc. Mais là, ce que je vois, c'est qu'en fin de course, lui qui incarnait quand même une certaine virilité du prédateur isolé, on va dire, et qui se permettait de faire peur à Ardisson sur les plateaux. C'est toi ou lui qui fait l'interview suicide? Je crois qu'on va changer d'interview. Non, je suis brisé par comme signe, moi. On rallume, ça va mal se terminer. Voilà. On va faire une autre interview, je crois que c'est mieux. De tutoyer et d'être mal poli avec les autres invités, sous-entendant qu'il avait la virilité physique et la capacité du poing pour s'imposer. Je vois que dans le film de Beigbeder, il est mauvais. Ce qui me rassure, ça m'inquiète plus quand les films sont bons, hein, je vous le dis tout de suite. Quand les sales types font des bons films, ça me perturbe beaucoup plus. Hein. Voilà. C'est que finalement, on est là on a bien le rapport entre un prédateur isolé et, comment dirais-je, une entreprise collective d'êtres faibles mais dominants. C'est la bourgeoisie, hein, la bourgeoisie mondaine. En fait, Beigbeder a toujours été terrorisé par les mecs virils, dont moi, physiquement. Hein. Je l'ai giflé d'ailleurs. Ils portent en eux cette humiliation d'être des fiottes. Hein, voilà. Et la vengeance
du bourgeois, la vengeance de l'être collectif dominant, est toujours sur le long terme. Hein. C'est une vengeance collective sur la longue distance. Et là, on voit très bien que quand Bec BD propose à Joe Star un rôle dans son film, c'est genre Joe Star, tu es en bout de course, les nouveaux jeunes ne vont plus s'intéresser à toi, et il faut quand même que tu survives, si tu ne veux pas retourner travailler, tu as échappé toute ta vie à l'usine, il va falloir que tu acceptes les petits boulots qu'on te donne dans le culturo-mondain. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme boulot maintenant? Pour lui, l'ancien rappeur, rebelle, etc., boulot de flic et boulot de PD. Ce qui est vraiment une volonté froide, typiquement bourgeoise, et typiquement de cette violence triangulaire que je montrais tout à l'heure, d'humilier le type qu'on garde encore. Tu es un mâle dominant en fin de course, tu es un prédateur isolé, tu es finalement très faible par rapport à cette cohorte de fiottes, mais qui se tient les coudes, et qui est la supériorité finalement de la horde de rats sur le lion solitaire. Hein. C'est des métaphores animalières qui ont été filées très souvent. Et donc on te file un boulot, mais ce boulot, ça sera un boulot d'enculé. Voilà, tu vois, t'es dans mon film, mais tu fais la fiotte. Comme ça, je me venge de la peur physique que j'ai ressentie face à toi avec une humiliation, et je rétablis bien la hiérarchie justement dans ce monde dévoyé, où le romain, le grec, l'hoplite n'a plus le pouvoir, mais où ce monde où règnent les fiotas. Hein. Voilà. Et donc, c'est ça que j'ai vu moi dans le film, c'est ce pauvre Joe Star en fin de course, entièrement maquillé, avec la gueule détruite, sans doute par des prises continues de substances illicites pendant des années, parce qu'il est entièrement maquillé, il a vraiment une gueule qui fait pitié. Il joue le rôle d'un mec qui se fait enculer par un surfeur, et qui devient PD, et qui se marie, c'est-à-dire mariage homosexuel. Et j'aimerais bien savoir comment il encaisse, comment il supporte ça de jouer soit les flics maintenant, soit les pédales dans les films de l'oligarchie. Et là, on voit bien, j'en parlais récemment encore avec Dieudonné, que quand l'oligarchie vous garde et qu'elle sait que vous n'êtes pas de leur monde au départ, car vous incarnez la virilité, vous incarnez une certaine insoumission intrinsèque, je dirais, on vous garde à condition que vous vous soumettiez. C'est rampe, demande pardon, tu vois, fais allégeance, il y a tout un rituel. Voilà. Et là, nous avons donc bien la vengeance collective et sur le long terme, de la fiotasse mondaine Bec BD sur ce prédateur isolé, finalement très fragile sur le long terme et très faible, Joe Star, qui en dernière instance, pour rester dans le culturo-mondain, accepte de faire le flic et l'enculé. Voilà. C'est important de révéler la vérité sur les gens dans le film. J'ai parlé très succinctement la dernière fois des émeutes, il y a des émeutes partout en ce moment sur Terre. Hein. Le saut qualitatif de la prise du pouvoir, je dirais pratiquement définitive et en pleine lumière du nouvel ordre mondial, du mondialisme, produit des effets d'insoumission un peu partout. Monde arabe, monde maghrébin, et notamment Québec. Hein. Moi, on m'a dit, il ne faut pas dire le Canada, il faut dire le Québec. C'est pas vrai. Le Canada, c'était bien le nom français, évidemment, qui a été usurpé par la puissance anglo-saxonne, qui fait qu'il ne reste du Canada que le Québec. Nous sommes bien là dans une petite bulle d'un monde qui est encore un monde français, c'est-à-dire comment dirais-je, d'égalitarisme tel que peut le penser Emmanuel Todd, qui ne pense pas grand-chose, mais ça, il peut le penser, d'un monde d'égalitarisme à la française, avec ses valeurs humanistes à la française, face à une domination typiquement anglo-saxonne. Et là, la mise au pas de ce monde québécois, qui est aussi un monde viril, puisque ce sont des Français qui ont encore quelque part la posture, la stature et même la diction des Français paysans du XVIIIe siècle. Ils ont même les patronymes. Quand on veut voir un générique de film avec des noms français, on regarde un film canadien, pas un film français, où il n'y a pratiquement plus de français. Hein. Voilà. Là, il y a deux manières de voir des noms français à l'ancienne, c'est de voir les gendarmes, des pompiers volontaires ou des Canadiens. Hein. Là, vous verrez, il n'y a pas de nom polonais, il n'y a pas de nom ashkénaze. Là, il y a du français, hein, du Guillaume, Le Pelletier, Gontran, hein, voilà, c'est pompiers volontaires ou québécois. Hein, là où il y a que des coups à prendre, là, voilà, ça on peut filer la métaphore encore. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit dans ces émeutes d'étudiants aujourd'hui? D'où sont venues ces émeutes?
de la hausse comment dirais-je, du prix des études. Tout commence en novembre 2011 quand le gouvernement québécois décide d'augmenter les frais de scolarité à l'université de 75% sur 5 ans. Les étudiants devront alors débourser plus de 3 000 $ par an au lieu de 1 800 actuellement. Plus proche de la moyenne nord-américaine, mais beaucoup plus élevé qu'en Europe. C'est-à-dire que d'un système égalitaire à la française, où finalement les élites passent par le savoir, et le savoir est libre, égal dans son accès et ne fonctionne que sur le mérite intellectuel, on passe dans un monde anglo-saxon de reproduction des élites, pas de ce crétin Bourdieu, hein, qui a contribué à détruire le système de la méritocratie française en faisant une analyse inversée, c'est-à-dire en détruisant le système français pour qu'on se mette non pas à un système intégralement égalitaire, mais finalement de le détruire pour le soumettre au système anglo-saxon qui, lui, est un système de reproduction familiale du savoir par l'argent, hein, dynastique. Et en fait, c'est ça qui a produit cette explosion de rébellion au Québec. C'est très symbolique. C'est qu'effectivement, les Québécois qui ont une culture humaniste à la française égalitaire ne veulent pas de cette société oligarchique où le savoir est un privilège de caste par le prix d'inscription à l'université. Hein, voilà. Et on voit très bien que la mise au pas se fait par ce genre de marqueurs, hein, la hausse du prix d'entrée dans les universités. Descoings avait fait le même boulot pour Sciences Po. Il avait fait exploser le tarif d'entrée à Sciences Po, mais il avait aussi fait de la discrimination positive avec des bourses pour qu'il y ait quand même du collabeur et du nègre de maison. Voilà, le processus totalement pervers. Descoings, bon, il est finalement, de temps en temps, Dieu gagne sur Satan, on va pas en reparler, mais son sort est scellé. Mais là, c'est bien comprendre effectivement que le Québec est un petit bastion francophone et francophile au sens profond du terme de cette société humaniste chrétienne, catholique, égalitaire française, car tout ça se combine, et qui résiste à sa mise au pas inégalitaire, on va dire anglo-saxonne. Hein. Donc je salue une fois de plus la résistance de mes frères québécois. Et effectivement, notre sympathie intuitive vient du fait que nous sommes issus de ce même monde profondément humaniste, chrétien, au sens même, je dirais, chrétien catholique, et égalitaire, voilà, qui est ce monde, effectivement, qui était la troisième voie de gaulliste, hein, par rapport à l'Empire anglo-saxon et à l'Empire soviétique, hein, qui était, voilà, c'était le modèle, l'universalisme à la française, hein, qui est par rapport au panslavisme ou au panaméricanisme, aurait pu s'appeler le panfrancisme. Voilà. Le Québec est encore un petit bastion panfranciste qui résiste, et je leur souhaite de résister jusqu'au bout, et je soutiens leur combat, et je le comprends, et je voudrais aider à le faire comprendre. Voilà. Fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny.